Bonsoir à tous, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur Monaco Info. Voici les titres de ce vendredi 29 août. De très beaux matchs en perspective après le tirage au sort de la Ligue des Champions hier. Vous entendrez plusieurs réactions et notamment celle du directeur sportif de la SMFC, Thiago Scuro. Sur ce même thème, nous recevrons dans cette édition Philippe Sansfourche, le chef de rubrique football à RTL, nous livrera son analyse détaillée du tirage et tout ce qu'il faut retenir pour la saison régulière de la Ligue des Champions 2025-2026. Nous mettrons ensuite le cap sur Nice où l'Ocean Race fait escale ce week-end. Il s'agit de l'unique escale française de la course qui a vu arriver Boris Herrmann 5e. Jusqu'à dimanche, les passants peuvent admirer les voiliers actuellement sur le port. Et puis en fin d'édition, vous découvrirez ou redécouvrirez un sport un peu particulier, le béour, pratiqué à l'époque du Moyen-Âge. Quelques passionnés continuent de le faire vivre à Monaco. Reportage à suivre. L'AS Monaco FC connaît désormais ses adversaires en Ligue des Champions. Le tirage au sort de l'UEFA, vous le savez, a eu lieu hier soir au Grimaldi Forum et les Monégasques devront faire face à plusieurs chocs, notamment face au Real Madrid et Manchester City, deux récents vainqueurs de la compétition. Les réactions du directeur sportif de la SMFC, Thiago Scuro, du président du PSG, Nasser Al-Khelaifi, et du directeur du football de l'OM, Mehdi Benatia. We fight so much during the whole season to qualify to Champions League. Today is the day where we have the chance to know our path for the next season. As expected, the way is the way. You have different clubs, different countries. I think the positive things is that we are not facing any club that we did last season. It's good. Hosting big teams, having the chance to face Madrid away. Positive. We are ready for this challenge. On a plié la saison dernière. Aujourd'hui, on pense de cette saison, match par match. On travaille parce qu'on ne faut pas. Parce que par rapport à la saison dernière, on a une pression, c'est sûr, mais on sait la Ligue des Champions, c'est toujours difficile. Toujours, il y a un grand club. Aujourd'hui, on a les champions, mais tout le monde le veut battre les champions, c'est normal. Mais match par match, jusqu'à la fin, on pense calme au travail. L'objectif, c'est de ne pas avoir de regrets, tout simplement. Comme j'ai dit, prendre match après match, tout donner, que ce soit à Madrid ou Union Saint-Gilloise, Bruges, l'Ajax, peu importe contre qui tu joues. Je pense qu'une équipe comme la nôtre, on doit essayer d'être, de se rendre compte que c'est une chance de jouer cette compétition avec ce maillot-là, parce qu'on sait que l'atmosphère est toujours spéciale à Marseille quand tu joues la Coupe d'Europe. Donc il faut, j'espère que les joueurs en sont conscients. Et voilà, comme j'ai dit, tout donner, pas avoir de regrets. Et on fera les comptes à la fin. Des propos recueillis par Frédéric Elion qui s'est également entretenu avec Philippe Sansfourche, chef de rubrique football à RTL. Le spécialiste livre son analyse du tirage entretien. Bonsoir Philippe Sansfourche. Bonsoir. Philippe, on vient d'écouter les réactions de Thiago Scuro, de Mehdi Benatia et de Nasser Al-Khelaifi, les dirigeants des différents clubs français engagés dans cette Ligue des Champions cette saison. J'aimerais qu'on prolonge un petit peu l'analyse ensemble de ces différents tirages, en commençant par celui de Monaco. Eh bien, quel est votre regard sur le tirage de l'ASM? Il y aura du très lourd, notamment au Stade Louis II. Oui, il y aura du très lourd. Après, on sait que c'est évidemment le sens de cette formule. Nouvelle version depuis la saison passée. On peut quand même noter que Monaco, qui au départ est chapeau 4, oui. Contrairement à Marseille qui était chapeau 3 et le PSG chapeau 1, on voit bien que cette formule, elle lisse finalement sur la longueur les valeurs et que quelque part Monaco profite un petit peu de cette formule avec un tirage, certes, avec des moments forts. Évidemment, on pense à City et au Real Madrid ou à la Juve. Mais, par exemple, sur le chapeau 4, eh bien, on peut estimer que Monaco est mieux loti, par exemple, que le Paris Saint-Germain, qui est chapeau 1. Donc, il y a du lourd, mais il y a quand même de beaux motifs d'espoir, je pense, pour les joueurs de la Principauté. Vous avez évoqué ce match à Madrid face au Real. Voilà, c'est forcément un petit peu particulier. Les retrouvailles avec Kylian Mbappé, ça fait partie de ces belles histoires que nous offre souvent la C1. Oui, évidemment, ce sera l'occasion de rappeler les bons souvenirs. Ce sera très certainement pour Kylian Mbappé un moment fort, un moment qui sera privilégié. Il est évident que de toute façon, quand on joue le Real Madrid,
quelque part, c'est du bonus. Oui. C'est pas sur ce match-là que Monaco va se projeter dans ses calculs de points. Donc, il faut que ce soit du plaisir. C'est un moment pour les joueurs, pour l'entraîneur, pour les supporters qui feront le déplacement. Voilà, c'est un moment qui compte dans l'histoire d'une carrière, de sa passion avec un club. Donc, il faut vraiment que ce soit du plaisir en espérant, évidemment, on ne connaît pas encore le programme, que ce match-là soit pas peut-être le dernier déterminant pour une qualification. Voilà, vaut peut-être mieux le jouer avec un petit peu plus de légèreté. Vous avez employé le mot calcul. Est-ce que, voilà, selon vous, Monaco a les armes pour faire aussi bien, voire mieux, que la saison passée, en fonction un petit peu voilà, de cette intersaison où il y a eu un petit peu plus de stabilité, notamment que certaines années? Oui, ce qui est évident, c'est que on le sait, l'exemple du Paris Saint-Germain est criant, c'est que ce sont les années qui se succèdent qui font qu'un club qui participe chaque année, chaque saison à la Ligue des Champions, emmagasine de la confiance, qui plus est quand l'effectif n'est pas bouleversé, quand l'entraîneur est toujours le même. Voilà, forcément, les expériences de la saison passée vont compter avec tous ces matchs. Il faut se souvenir que Monaco a joué le Barça, a joué Benfica, des matchs importants, ceux qu'on a peut-être un peu oubliés, mais des victoires contre Bologne qui avaient été extrêmement importantes. Un bon départ aussi, hein. Monaco s'est qualifié aussi parce que le fait de jouer peut-être le Barça d'entrée, c'était mieux que de les jouer à la fin. Oui. Voilà, évidemment que le programme sera intéressant, mais le fait d'avoir disputé cette compétition l'an passé va conférer un petit peu plus de confiance à l'ensemble du club. Parlons de Paris maintenant, Philippe, si vous le voulez bien, le PSG tenant du titre, vous l'avez déjà un petit peu évoqué, ce qui est frappant, c'est ce côté vraiment très homogène pour le tirage parisien. Il n'y a pas de petites équipes, quoi. Non, il n'y aura pas un match facile. En fait, ils n'ont hérité que de clubs issus des grands championnats, anglais, espagnol, italien, allemand. Il y a un club portugais, c'est le champion en titre. Donc, ce sera de toute façon 8 matchs à bloc pour le PSG. Euh, on sait que quelque part, c'est un club qui a besoin de ça. Parce que on peut le déplorer, mais la Ligue 1 est un petit peu assommée par le PSG depuis plusieurs saisons. Et donc, ce sont des points étapes pour le Paris Saint-Germain, ces matchs de Ligue des Champions, qui permettent à l'ensemble du club de se remettre en mode haute compétition, de ne pas redescendre dans une routine. Donc, quelque part, ça va leur faire du bien. L'expérience, là aussi, de la saison passée, qui est quand même assez dingue de se dire Oui. que le PSG est passé quand même tout proche de la correctionnelle avant de remporter l'épreuve, leur a forcément servi de leçon. Et il est évident que sur les 3-4 premiers matchs, l'équipe devrait être performante tout de suite. Après, on se souvient que le PSG était encore un petit peu en laboratoire en début de saison passée. Là, il y a quand même des certitudes dans le jeu. Une fois on va dire que le physique va être revenu, que le PEPS sera là dans le groupe de Luis Enrique, on peut imaginer que le Paris Saint-Germain pourra engranger des points sans trop de difficultés, en tout cas à minima, pour se qualifier, même si c'est via les barrages. Un mot sur Marseille, Philippe Sansfourche, pour terminer votre regard donc sur ce tirage et quelles peuvent être les ambitions pour l'OM dans cette compétition. J'ai envie de dire que sur les 3 représentants tricolores, c'est celui qui offre le plus d'interrogations parce que Marseille retrouve la Ligue des Champions. On sait qu'il y a toujours, du fait du glorieux passé du club dans cette compétition, une pression particulière. Les matchs au Vélodrome sont parfois plus difficiles que les matchs à l'extérieur parce qu'il y a une attente qui est phénoménale. Là aussi, il y aura de très belles affiches. Le fait de recevoir Liverpool ou le déplacement à Madrid, comme pour Monaco, seront des matchs prestige. Voilà. On sait que Marseille, avec aussi les incertitudes autour de la fin de ce mercato, avec évidemment cette affaire Rabiot qui a considérablement pollué l'atmosphère au sein du club, comme souvent, l'OM est son principal adversaire. Si l'OM arrive à donner le meilleur de son effectif, qui a quand même été bien densifié depuis maintenant 2 ans, c'est une équipe qui a tout à fait les capacités d'aller chercher une qualification directe ou via les barrages. Mais, encore une fois, démontrer tout de suite que les joueurs et que la structure club dans son ensemble n'est focalisée que sur le terrain et pas sur le reste, sinon le reste prendra le dessus. Et là, malheureusement, on sait ce qu'il en est avec parfois des parcours en Coupe d'Europe qui ont été très douloureux pour les Marseillais parce qu'une pression énorme qui les avait rattrapés.
Oui, avec notamment bien ce 0 pointé, on s'en souvient, qui fait toujours beaucoup parler du côté de Marseille. Merci infiniment, Philippe Sansfourche, d'avoir été avec nous sur Monaco Info. Avec plaisir, merci à vous. Et les premières rencontres auront lieu mardi 16, mercredi 17 et jeudi 18 septembre. En attendant, la Ligue 1 continue. Les Monégasques accueillent Strasbourg au Louis II dimanche à 17h15. Je vous propose d'écouter en conférence d'avant-match le coach Adi Hutter et Magnès Akliouche, tout juste appelé pour la première fois en équipe de France. Beaucoup de fierté. Voilà, ça a été une belle surprise pour moi. Et ça a été un moment important et très beau pour moi et pour mes proches aussi. Et pour moi, c'est une étape aussi. Dans ma jeune carrière, c'est une étape. Maintenant, comme tu viens de le dire, c'est pour moi que le début. C'est que des confirmations à apporter aussi. Et non, ça montre aussi que j'avance, que je progresse. Et pour moi, c'est positif. Et c'est positif pour tout le monde. We know that they are a strong team. They have 3 victories, 2 in Liga, and now there's a very important victory away in Copenhagen. It's not easy to win there, so for sure they will come with lots of confidence. When we talk about the journeys, the travelings, everybody knows it's not always so easy, but also when we talk about football is also lots of things happen in the head when you have confidence and don't think too much. And we are in the beginning of the season. For sure, they will come with lots of confidence. What they did also in the last season, very good team. They have a good coach, and they're playing a very good football. So it's a big challenge for us, and we are looking forward to facing them on Sunday. Pour la toute première fois, The Ocean Race Europe fait escale en France. Aujourd'hui et jusqu'à dimanche, Nice accueille les stars de cette aventure, les puissants monocoques IMOCA, déjà célèbres grâce au Vendée Globe. Parmi les participants à cette course à la fois sportive et engagée pour la planète, Boris Herman et son équipe Malizia, arrivés 5e sur la Côte d'Azur. Gaëtan Lebrun et Camille Caloni se sont rendus au village ouvert gratuitement au public sur le quai Amiral Infernet. Regardez. Plusieurs centaines de visiteurs se sont arrêtés aujourd'hui dans la baie de Nice pour admirer ces géants des mers. À l'issue de cette 3e étape de l'Ocean Race Europe, les 6 équipages ont amarré leurs voiliers le long des quais où un village a été dressé pour l'événement. L'occasion pour les passants de découvrir les bateaux et pour l'équipage de les préparer au mieux pour la prochaine étape. C'est des prototypes, chaque bateau est différent et a un peu ses points faibles et ses points forts. Donc mine de rien, ça va avoir une grosse place. Par exemple, sur une course comme ici en Méditerranée, où on va avoir ce qu'on appelle des périodes de transition, c'est-à-dire des périodes de vent très faibles et des périodes de vent très forts. Et les bateaux légers vont mieux s'en sortir parce que dans le petit temps, ils vont aller logiquement plus vite. Et on a des bateaux qui sont un peu plus lourds, qui ont des dessins de carène un peu différents et qui vont être plus rapides dans la brise, dans le vent fort. Et qui du coup, quand il y a moins de vent, vont être un peu plus handicapés. Le bateau joue un côté aussi assez important et surtout moi je pense que c'est le côté couple skipper-bateau. C'est-à-dire qu'il y a des skippers qui sont pas faits pour un bateau parce qu'il n'y a pas assez de place, parce qu'il n'y a pas... Et ça aussi, mine de rien, c'est important que le skipper se sente bien sur son bateau. Et l'équipage, en l'occurrence, sur cette course-là. Cette 3e étape entre Carthagène et Nice s'est terminée par une 3e victoire consécutive pour l'équipage Biotherm. La team Malizia, elle portée par le célèbre skipper Boris Herman, a terminé 5e de l'étape et pointe à la 4e place du classement général avant la prochaine étape, dimanche, qui reliera Nice à Gênes. Si vous souhaitez vous y rendre, sachez que le village est ouvert de 10h à 22h et jusqu'à 19h dimanche. D'ailleurs, ouvrez l'œil dimanche, vous devriez apercevoir les voiliers dans les eaux monégasques en fin d'après-midi. En bref, Ludmila Rakona-Le Goff, directeur général du département des affaires sociales et de la santé, a été nommée déléguée en charge de l'attractivité auprès du ministre d'État et secrétaire général du Conseil stratégique pour l'attractivité. Ludmila Rakona-Le Goff succède donc à Frédéric Genta et aura pour mission de coordonner la politique d'attractivité de la principauté dans toutes ses dimensions. Vous l'avez peut-être déjà visité. Demain l'océan, c'est le nom de l'exposition actuelle du quai Antoine Ier. Des œuvres qui sensibilisent sur l'urgence climatique et que la direction des affaires culturelles propose de découvrir par le biais d'ateliers jeunesse. Après une déambulation, les enfants sont invités à participer à un moment de réflexion
et de création, comme vous allez le voir dans ce reportage signé Alban Gingembre et Camille Canoni. Des rochers marqués par la montée des eaux, une mare de déchets divers et variés ou encore une baleine échouée. Des œuvres qui appellent à agir face à l'urgence climatique et ces enfants l'ont bien compris. J'ai vu qu'on parlait souvent de l'océan, la pollution, que la mer elle était un peu polluée et qu'il fallait l'aider et qu'il faudra enlever un peu les déchets de la mer. Et là maintenant avec les copains on est en train de dessiner. Je vais essayer de faire comme j'ai vu sur un tableau une baleine avec tous les produits sur elle et les poissons qui voient plein de canettes sous l'eau. Un moment où art et environnement se mélangent pour pousser à la réflexion et à la création. L'intérêt donc de ces ateliers pour les enfants, c'est pour chaque tranche d'âge de leur donner un petit peu des clés de lecture, de les faire participer, de les faire réfléchir sur qu'est-ce que c'est l'océan, comment on peint l'océan, qu'est-ce qu'on peut trouver dans l'océan. Donc on a une petite chasse au trésor et malheureusement aussi aux déchets. Et puis pour les enfants, pour les adolescents les plus âgés, c'est comment on peut se mettre dans la peau de quelqu'un qui protège les océans. Ces 34 œuvres sont encore visibles jusqu'au 7 septembre et il reste de la place dans les ateliers jeudi et vendredi prochains. De quoi s'occuper la dernière semaine de vacances. Autre exposition dans les grands appartements du Palais Princier, cette fois, est consacrée à la princesse Grace, baptisée en toute sobriété Grace #1. Il s'agit d'un hommage intimiste et sensible à travers des portraits et objets personnels pour découvrir la femme que Grace Kelly était au-delà de l'icône. Émilie Rousseau et Thomas Deus. Elle était magnétique, charismatique, d'une élégance intemporelle. Grace Kelly a marqué l'histoire d'Hollywood à Monaco. Dans l'exposition intitulée Grace et présentée au Palais Princier, c'est un autre regard, une autre approche que l'on nous propose d'explorer et qui nous révèle la femme derrière l'icône. Une femme qui était très forte, très indépendante, très humaine également. C'est une exposition qui veut justement montrer tous ces aspects-là, en plus de sa beauté, de sa grâce et de son style unique. Déployée sur 90 mètres carrés, l'exposition rassemble des portraits en noir et blanc de Grace Kelly avec son regard puissant qui nous accompagne tout au long de la visite. Des clichés pris notamment par Howell Conant qui se mêlent aux accessoires, aux objets personnels pour certains jamais encore dévoilés au public. La scénographie de cette exposition imaginée par Natalia Mlodzikowska et Marie-Ève Mestre nous transporte dans 3 salles à la découverte de 3 univers différents. Le premier univers, c'est un univers consacré à sa fonction, à qui elle était en représentation, que ce soit dans la rue avec ses enfants, que ce soit lors de déplacements officiels. On part avec la deuxième salle vers quelque chose de déjà beaucoup plus intime. On a salué son amour pour la nature, surtout pour tout l'univers végétal. Et en dernière salle, nous sommes vraiment dans l'intime, avec des photos relatives à sa famille, à son couple et les accessoires aussi, beaucoup plus personnels. Cet événement est une parenthèse enchantée, sensorielle également, avec ce parfum de rose qui s'échappe dans les 3 pièces des grands appartements, fragrance que la princesse affectionnait particulièrement. L'exposition Grace pourrait être une longue série d'événements pour mettre en valeur les facettes de la personnalité de Grace Kelly, devenue princesse de Monaco. Faisons à présent un saut dans le Moyen-Âge. Avez-vous déjà entendu parler du Béour? L'association sportive monégasque de combat médiéval possède sa propre équipe, les Grimaldi Milites. À quelques semaines de la Coupe de France, Alban Gingembre, Marie-Ève B et Clélia Renaud ont rencontré ces passionnés en plein entraînement. Armure enfilée, casque sur la tête, ces hommes se préparent au combat. Le Béour, c'est le nom de ce sport de combat médiéval en équipe. Le but, mettre ses 5 adversaires au sol en 2 rounds gagnants et presque tous les coups sont permis. Ça peut être des coups sur de l'impact, ça peut être des prises de judo, sur des coups avec les armes, comme c'est un sport de combat mais avec armes. Donc tout est permis, sauf les coups interdits évidemment. Donc, on peut être à 2 sur un adversaire, voire 3. Donc le but évidemment c'est de faire tomber par tous les moyens. Contrairement aux autres sports de combat, on n'a pas de catégorie. Donc vous vous retrouvez avec des adversaires qui sont plus lourds, plus petits, plus costauds. Ici, les combattants s'entraînent avec des bâtons pour préserver leur armure. Mais en tournoi, ça ressemble à ça. C'est les vraies armes qui sont non létales, tout simplement. Donc c'est des reconstitutions des armes qui étaient utilisées à l'époque, sauf qu'elles sont checkées avant chaque tournoi pour qu'elles soient non létales et qu'elles ne blessent pas. Mais elles font quand même très mal.
Les armures aussi sont de véritables répliques historiques. Elles pèsent entre 20 et 30 kilos et après 10 minutes de combat sous l'équipement, l'effort est visible et il y a déjà quelques petites techniques à travailler. On a vu que plusieurs fois, on tourne le dos à son adversaire, donc on reste focalisé sur, on va dire, son 1 contre 1. Et on dit qu'il y a d'autres combattants qui peuvent arriver à tout moment. Donc c'est dommage de perdre bêtement, de tomber. Après les erreurs, c'est aussi de tomber avec son adversaire. Généralement, quand on va pour le faire tomber, c'est pour nous rester de la supériorité. Et c'est dommage de tomber avec lui. Les Grimaldi Milites se préparent. L'équipe monégasque participe à la Coupe de France de Béour les 13 et 14 septembre à Gabarnac en Nouvelle-Aquitaine. Spectacle garanti pour les fans de combats médiévaux. Sur ces images d'un autre temps, ce journal touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi. Nous le refermons comme nous l'avons ouvert au Grimaldi Forum où s'est déroulé hier le tirage au sort de la Ligue des Champions effectué par de grandes légendes du football. Les photos sont signées Stéphane Dana. Dans un court instant, la météo de Christine Datomel. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain à 19 h pour un nouveau point sur l'actualité. Belle soirée avec nous sur Monaco Info. Retrouvez la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco. Bonsoir à tous. Demain samedi, Monaco profitera d'un temps radieux et agréable avec des températures comprises entre 19 et 26 degrés. Le soleil brillera généreusement, idéal pour profiter du bord de mer. Et puisque chaque jour a aussi son saint, l'Église honorera ce jour-là Sainte Jeanne Jugan, fondatrice des Petites Sœurs des Pauvres, qui ouvrit sa maison à une vieille femme aveugle et malade, dormant elle-même dans le grenier pour la recueillir, un geste d'une grande humilité qui inspira toute son œuvre. C'était la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco.